Donc on poursuit avec Hélène David. Je vais vous présenter. Merci beaucoup. Oui, je suis très très contente de passer après Émilie et puis à ce moment de la journée, puisque effectivement, donc ce matin, nous avons évoqué pourquoi nous nous sommes rencontrés aujourd'hui, c'est pour parler des adolescents, les adolescents que vous suivez. Merci beaucoup de tout votre travail. Et du coup, ces adolescents, évidemment que la question de la vie relationnelle, j'aime beaucoup cet ajout-là que nous n'avons pas, cette construction de l'approche relationnelle aux autres, la vie affective et aussi la construction sexuelle, dans ce moment où tout se rejoue, où tout est quand même pas facile et en même temps, qu'est-ce qu'on aimerait des fois revenir à ce moment de l'adolescence. Eh bien, c'est vrai que c'est au quotidien que nous avons à y faire face dès lors que nous recevons, nous accompagnons, nous rencontrons des adolescents. Et sur cette question de la construction, on a vu très très vite avec Katia la question des groupes de jeunes, donc les filles, mais on aurait pu parler aussi bien sûr des garçons. Et puis la question du michetonnage avec le théâtre, on vient d'en reparler là avec la fameuse cigarette contre fellation, ça aurait pu être les fameuses pipes anniversaires qu'on a donc dans certains collèges où certains offrent ça à leurs copains et c'est un jeu, voilà. Donc cette question, elle nous interpelle, elle nous interroge et merci Émilie. Donc, et vraiment j'invite ceux qui ne connaissent pas encore les bouquins que vous avez faits sur la publicité, sur tout ça, effectivement. Quand on voit une publicité, ou plutôt 20 publicités au milieu d'un film, c'est notre dose homéopathique, on ne voit même plus, on ne lit plus tout ça. Et c'est vrai que quand on en a, comme vous le proposez, un recueil où on voit quand même, on a une grosse dose de ces publicités avec la sexualité en plein milieu pour nous faire vendre tout un tas de choses, effectivement ça devient un petit peu indigeste et on se dit quand même pour nos ados, il y aurait quand même quelque chose à faire. Alors, moi je voudrais donc vous parler de cette question de l'indispensable travail de métissage, de toutes ces cultures qui s'imposent. Alors je vais tenter, oui ça y est, voilà j'y arrive. Toutes ces cultures et valeurs qui s'imposent finalement aux adolescents en 2020. Alors c'est vrai que dans la malle des valeurs qu'on leur ouvre, sans trop leur expliquer, mais qu'ils peuvent avoir à foison, alors en plus maintenant avec leur extension de la main qu'est Internet au bout de leur téléphone, c'est sûr qu'ils ont accès encore à beaucoup plus de valeurs, de théories qui reposent évidemment sur des tas de concepts philosophiques, anthropologiques, parce que finalement, se dire qu'une femme, ça doit rester à la maison pour faire la cuisine, le lavage et le repassage, ou bien avoir des gros seins et des fesses sympathiques, et donc pour être surtout soit une bonne reproductrice, soit un bon objet sexuel, c'est vrai que ça c'est basé aussi sur un concept de la vie de l'être humain. Qu'est-ce que c'est qu'un homme, qu'est-ce que c'est qu'une femme, par rapport aux animaux, par rapport à l'autre, par rapport à la société. Et tout ça, évidemment, c'est une conception de l'existence même. L'amour dans tout ça, est-ce que c'est une réalité ou pas? Est-ce que c'est juste aussi une relation sociale? Ça nous permet d'entrer en relation avec les autres. Les bonobos étant un modèle pour certains, effectivement. Voilà. Alors, j'ai pris 2 extraits de personnes, du coup, j'aime bien quand même. Voilà, j'ai pris ça aussi pour vous rencontrer, mais aujourd'hui, donc un philosophe qui parle, lui, d'une dette transgénérationnelle. Et sur ce métissage de culture, eh ben, il nous interpelle quand même sur le fait que les jeunes aujourd'hui subissent quand même 2 formes d'aliénation qui coexistent et qu'on ne leur explique pas toujours, et à eux de se débrouiller avec tout ça. Puis entre ces 2 extrêmes, eh ben, il y en a plein d'autres qui se surrajoutent. Alors ces formes-là, ben, d'un côté, on a quand même
il parle d'un commandement, une injonction au divin marché, qui est dans ce monde de consommation, la jouissance, l'injonction à jouir à tout prix. Hein. Le plaisir étant la valeur égoïste qui fait le mieux vendre. Hein. S'il me reste tant d'euros pour finir le mois, j'ai une famille ou autre, et finalement mon plaisir égoïste, eh ben, ça va être ce qui va me faire acheter en me moquant éperdument de tout le reste. Hein. Donc effectivement, beaucoup de la base du marketing et autres, et si je parle beaucoup de la pub en majorité, c'est parce que avant d'être dans le médico-social, j'étais effectivement j'ai fait un détour par la pub et l'édition musicale, et c'est vrai que c'est ça qui m'a amené au social, parce que je me suis dit non, là, ça, franchement, je ne peux plus, et c'est déjà il y a un certain temps, et aujourd'hui, le monde du marketing a beaucoup évolué, s'est beaucoup amélioré ou dégradé, ça dépend évidemment de quel côté de la vision, de la manipulation on se trouve. En tous les cas, donc d'un côté, il y a ceci, hein, où effectivement, le plaisir égoïste et la jouissance, alors pas que égoïste, hein, mais voilà, c'est une injonction. Puis de l'autre, il y a effectivement des replis très rigoristes, avec des formes de religiosité très archaïques, qui n'existaient d'ailleurs peut-être plus déjà il y a 40 ou 50 ans. Donc un retour d'une forme de repli très important. Puis entre les deux, il y a tout un tas de choses. Et puis à l'autre bout, beaucoup plus positif, il y a une pédopsychiatre qui effectivement, dans ce qu'elle a écrit « Passer d'un monde à l'autre », elle parle d'effectivement de transformer la vulnérabilité transculturelle des ados, des jeunes, de le transformer en un véritable métissage créatif et moderne. J'espère qu'en sortant de cette journée, c'est ça qu'on retiendra. Vous êtes des éducateurs, en grande majorité, il y a aussi des psychologues, et ce travail des psychologues, il est aussi très important dans la question du métissage. Mais vraiment, j'espère que tous, on va repartir en se disant, bon, on a du boulot, mais il faut être inventif, créatif. Et c'est vrai que nos ados que nous accompagnons, ou pré-ados, parce qu'il faut commencer même avant, en amont, ce travail de métissage qui va leur permettre à un moment donné de faire des choix, de poser des actes par rapport aussi à leur propre sexualité, eh bien, dans ce métissage, il y a un travail très créatif et qui peut être très productif. Voilà, dans des compétences nouvelles. Alors ça, c'est un peu une diapo un peu imbuvable parce qu'il y a plein de trucs, mais j'aime bien donner un peu une vue d'ensemble et puis après, celles d'après vont reprendre quelque chose de plus détaillé. Alors tout à gauche, eh ben, c'est vrai, on l'a vu déjà ce matin, donc je vais très vite, mais la construction de cette découverte de la sexualité et de la vie amoureuse à l'adolescence, pour tout ado, il y a 50 ans, et j'espère dans 50 ans, ce sera la même chose, c'est qu'il faut effectivement des modèles, on découvre ça par les modèles qu'on a autour de nous. Alors évidemment, les parents, les grands-parents peuvent être les voisins, il y a certaines personnes qui se comptent comme ça, qui sont des personnes dont on se souvient, donc on a aimé le relationnel qu'ils pouvaient avoir entre eux. Et puis il y a des représentations dans le groupe des pairs, mais il y a aussi évidemment après toute la partie de découverte du corps qu'on espère être lié plutôt au plaisir plutôt qu'à la souffrance. Malheureusement, dans les ados que vous rencontrez, dans les ados que nous rencontrons à la consulte sexo, eh ben, il y a quand même beaucoup d'ados dans la découverte du corps et de la sexualité. Ça ne s'est pas accompagné d'un quelque chose de doux et de bienveillant, et quelque chose de très douloureux dont on garde des séquelles. Voilà, alors il y a ça pour tout ado, mais évidemment il faut se rendre compte que dans cette société hypersexualisée où finalement tout est consommable, ben c'est vrai qu'il y a quand même des différences, il y a quand même des choses où toutes ces cultures et toutes ces valeurs qu'on leur propose, sans trop leur en parler, ben ça ne va pas tous dans le même sens. Alors il va falloir faire des choix. Et puis vous et nous, eh bien, on a en plus affaire à des ados de 2020, enfin 2019, allez, 2019, et qui sont aussi avec une histoire et un parcours quand même très particulier.
Et dans ces ados donc protégés, ben, il y a une histoire de la famille, une histoire plus ou moins difficile, il y a éventuellement jusqu'à déjà une maltraitance, il y a peut-être déjà un psychotrauma qui va peut-être lié au relationnel ou peut-être même au sexuel. Et puis tout en bas, mais je le reprendrai donc après, en plus dans ces ados protégés, vous avez des ados qui sont effectivement en foyer. Claude et Frédéric nous en ont parlé de cette quand même spécificité de la découverte de la sexualité quand on est dans un collectif en permanence. Émilie, tu as parlé du camp dans la prairie, etc., etc. On sait bien que les colos, pour tout un chacun, c'était le moment où on est loin des parents, loin des yeux des parents. Donc on fait tout un tas d'expériences. Alors il y a les expériences éventuellement de la première clope, pas forcément avec fellation, mais la première clope, la première ivresse, et puis peut-être la première expérience amoureuse, évidemment. Hein. Il y en a quand même beaucoup en faisant les bagages, c'est ce qu'ils espèrent. Hein. Voilà, donc déjà en colo, mais là c'est plus une colo, c'est un foyer, et donc c'est quelque chose en permanence. Évidemment, ça a quelque chose de particulier. Et puis dans ces jeunes-là, vous avez aussi les jeunes mineurs non accompagnés, donc ceux qui arrivent avec un choc de la culture qui évidemment est plus ou moins ancienne, et parfois vous avez des jeunes, leur arrivée, eh ben, elle est toute fraîche. Et ce choc de la culture vient se surrajouter à tout ce que les jeunes de 2020 ont déjà à assumer comme choix pour comprendre les enjeux de chaque chose qu'on leur propose et de faire leur propre choix. Alors, en 2020, je reprends un peu vite, mais c'est vrai que pour tous les jeunes aujourd'hui, vous avez la culture du groupe d'appartenance. Alors, ce que j'appelle le groupe d'appartenance, c'est la famille éventuellement très très serrée, ou au sens large, mais effectivement, le groupe auquel on appartient a des valeurs, a une vision de ce qu'est l'homme, la femme, l'amour, le corps, la sexualité. Tout ça, il y a des choses qui se disent, et même si ça ne se dit pas, on le sent très très bien. Et l'ado, il n'est pas dupe, il le sent très bien. Il y a aussi des histoires de famille qui se disent, qui se taisent. Et bien tout ça, l'ado, il en hérite. Hein. Et puis, peut-être qu'il est contre à l'adolescence, mais même être contre, c'est déjà se positionner. En tous les cas, il en hérite. Et puis, il y a la culture des pères, évidemment, au lycée, dans le quartier. Et avec les jeunes que vous avez si vous êtes en foyer, il y a aussi la culture des pères au niveau du foyer. Et on voit bien que l'histoire des uns peut être bien plus terrible que les autres, mais en tous les cas, tout ça, ça va faire une histoire commune de ce groupe qui est pendant un temps dans le foyer. Et puis il y a la culture de la République, ben oui, il ne faut pas l'oublier. Hein, nos manuels, etc., nous disent des choses sur la sexualité. Les nouvelles lois sur effectivement l'homophobie et autres, c'est une loi, voilà, ça s'impose. Est-ce que c'est pour ça que le jeune, il le prend et il adhère, il dit, oh ben c'est une loi, donc c'est ma vision, ça devient ma vision? On sait bien que non. Hein. C'est pas parce qu'il y a un texte sur l'homophobie que tous les jeunes disent, chouette, j'ai un copain qui est gay et ben c'est super. Hein. On sait bien quand même dans certains quartiers, c'est pas parce qu'il y a la loi que ça se passe bien. Voilà. Et puis même si eux-mêmes sont gays, ou on a un tout petit peu parlé du michetonnage, on reçoit aussi des jeunes garçons. Alors pour eux, c'est encore plus terrible, parce qu'il faut, non seulement, il y a cette prostitution qui est quand même une étiquette pas facile à mettre sur son cartable, sur son front, son sac à dos, mais il y a aussi l'étiquette éventuelle d'homosexualité. Alors certains nous disent, oui, je me prostitue, mais je ne suis pas homosexuel, hein, je fais ça qu'avec des femmes. Enfin voilà. Donc on voit à quel point, effectivement, c'est quand même pas simple, d'autant plus s'ils sont dans des foyers. Et puis il y a donc ces fameux médias. Donc j'en dis pas beaucoup plus, mais de fait, les archétypes de la femme, de l'homme, de l'amour, du sexe, du plaisir, de la jouissance, c'est quand même pas rien. Nous, on reçoit donc au niveau de la consul sexo, donc avec
toutes jeunettes, malheureusement, qui de fait sont dans des pratiques de prostitution, mais qu'on va appeler avec elles, tant qu'elles appellent ça du michetonnage, on va commencer à discuter avec ce qu'elles veulent et la façon dont elles veulent en parler. Et de fait, certaines, on l'a vu, hein, nous expliquent « Oh ben moi, je suis lesbienne, donc je fais ça avec une copine, mais en fait, moi, c'est les hommes que j'aime. » Alors évidemment, on va discuter. Et on voit bien que c'est quand même ce que les images du porno qui viennent, c'est-à-dire que se vendre à deux, c'est quand même, ça correspond à certains fantasmes qu'on peut avoir dans le porno. Et ça se vend mieux. Voilà. Donc, de fait, certaines adoptent aussi une présentation qui correspond à des choses qu'elles peuvent imaginer, des désirs des hommes de par le porno. Dans un foyer, je regarde Erwin, mon collègue, et puis Margot, qui était aussi... On était dans un foyer, et on parlait donc avec un groupe de jeunes hommes, et on les faisait parler sur leur sexualité. Et il y en a un qui dit, ben moi, quand même, les filles ici, je trouve quand même... enfin, il n'a pas osé dire chaude parce que j'étais là avec mon grand âge, mais quand même, oui, enfin... Elles veulent des trucs quand même. Moi, je ne fais pas tout. Hein. Alors, il y a l'autre qui répond bah, si tu veux la garder, ta copine, il faudra que tu fasses ce qu'elle te demande. Hein. Alors, qu'est-ce que tu veux pas faire? Alors, l'autre est un peu gêné, dit non, moi, je ne prendrai jamais par derrière. Hein. Non, moi, ça, je ne veux pas. Ah, bah, si, maintenant, les filles, c'est ce qu'elles demandent. Hein. Puis vous allez après avec un groupe de filles. Et puis les groupes de filles, ils disent ah, bah ouais, mais si tu fais pas ce que le mec il veut, tu vas le perdre, hein. Si tu l'aimes, t'es obligé. Hein. Donc par exemple, moi j'aime pas, voilà, par derrière, mais t'es obligé. Voilà. Donc si vous voulez, il y a une surenchère comme ça aussi de cette idée de ce qu'est la sexualité. Et on ne parle pas de plaisir là, hein. On parle simplement de il faut le faire parce que c'est comme ça. Et c'est ça quand même que si nous adultes, qui sommes les éducateurs de ces gamins qui ont une vision, s'ils ne discutent pas avec nous, ils n'ont pas de lieu autre que autour d'un porno ou de la télé-réalité, qui est pour beaucoup mieux parfois, de discuter de cette sexualité. Donc il faut absolument qu'on ose parler de toutes ces choses-là. Et je vous dis, moi je pensais qu'avec mon grand âge, ils n'allaient pas oser parler, mais finalement je pense que ça les rassurait aussi un peu, donc on faisait un bon trio, enfin voilà. Voilà, je passe ce qui est écrit en bas, je regarde l'heure, pouf, voilà, ça va? Alors, évidemment, du coup, les ados de 2020 qui sont suivis, donc qui sont déjà protégés, ça veut donc dire qu'ils ont déjà eu une difficulté dans leur parcours. Alors, ce n'est pas uniquement des difficultés de violence ou de violence sexuelle, même si on voit bien qu'il y en a quand même un certain nombre, mais ça peut être malheureusement un décès, un adulte, un parent qui est hospitalisé, donc un parent qui est déjà fragilisé, mais ça peut être aussi parce qu'effectivement il y a eu déjà quelque chose de difficile et de violent dans leur histoire. Et même de toute façon, la maladie ou le décès d'un proche, c'est aussi quelque chose de violent, même si ce n'est pas une violence physique. Alors, en plus de tout ce qu'on a dit, eh bien, pour l'adolescent que vous pouvez suivre, j'ai essayé de réfléchir, le groupe d'appartenance, ben c'est vrai qu'il faut quand même absolument s'interroger à qu'est-ce que c'est la vision qu'il a de ce que pourraient penser les êtres qui ne sont pas là, les proches qui ne sont pas là. C'est-à-dire que même si le père, la mère, la grand-père, le grand-mère n'est pas là, ne sont pas là, le jeune, inévitablement, va souvent en faire référence symboliquement à son groupe qu'il a quitté d'une façon plus ou moins douloureuse. Donc, quelle aurait été leur vision à eux? Quel rôle et quelle place avait la femme, l'homme, même si cela n'a pas vécu véritablement avec eux. Il en a probablement une idée. Voilà. Et puis dans le parcours familial, ben c'est vrai que ces fragilités, éventuellement cette maltraitance, les fugues qui ont été éventuellement à répétition, on voit bien que
et beaucoup d'acteurs, de professionnels PJJ, ASE ou prévention spécialisée, ce sont ceux qui nous appellent, avec qui on travaille le plus, et de fait ont beaucoup de jeunes qui font des fugues à répétition et qui ne nous racontent pas trop ce qu'ils font durant les fugues, comme pendant la scène qui a été jouée tout à l'heure. Et pourtant, parfois, quand ils peuvent en parler, ils décrivent effectivement des situations qui ont été source de grande violence. Et, voilà. Et puis, il y a le parcours du jeune lui-même. Et bien souvent, il ne nous l'évoquera pas comme ça tout de suite, mais on peut imaginer que lui-même a déjà une expérience dans son propre corps d'une forme de sexualité plus ou moins réussie. Voilà. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. En plus, donc, parmi vous, il y en a qui travaillent en milieu ouvert, et puis il y en a d'autres qui travaillent en foyer. Et donc, cette question du foyer, elle est quand même importante. Vous avez en foyer des jeunes qui sont très très admiratifs des autres. C'est tout à fait ce qui a été joué tout à l'heure. Ça, on le voit très très fréquemment. Hein. Une qui vient d'arriver, un qui vient d'arriver et qui est très admiratif de la copine plus grande, le copain plus grand, qui a effectivement les belles chaussures, le sac approprié, ou tout simplement une aisance apparente dans le groupe qui fait qu'on va suivre et on va commencer une forme d'emprise. Il y a la collusion entre les différents problèmes que les uns et les autres rencontrent, les plus ou moins grandes expériences déjà aussi de cette vie amoureuse et sexuelle. Et évidemment, quand un a une bonne tchatche, il présente effectivement son expérience comme étant la référence à suivre. Donc ces jeux collectifs, on ne peut pas ne pas se mettre dans ces histoires et dans ces discussions et en faire quelque chose. Tout à l'heure, avec cet événement dans la prairie, cigarettes et fellation, et le retour à la maison, moi ma question, ça a été, pour avoir travaillé pendant 3 années avec l'UCPA, et où on travaillait justement sur les renvois à la maison de jeunes qui avaient contrevenu au règlement, notamment par rapport aux consommations d'alcool et de cannabis en plein séjour, eh bien, j'avais travaillé avec eux et je les avais aidés à faire un document pour les parents. Parce qu'après tout, tout ce qui se passe dans la vie d'un jeune peut devenir source d'apprentissage et de levier éducatif. Et donc, tout le document qui avait été fait, c'était pour que les parents d'enfants renvoyés suite à une connerie qui avait été faite pendant le séjour, que les parents aient quelques billes pour essayer de reprendre ça de façon positive. Et un dérapage à l'adolescence, ça peut devenir une occasion incroyable de réorientation de ses conduites, de ses choix, d'interrogation, de réflexion. Donc finalement, ça peut être réutilisé en collectif, ça peut devenir véritablement une force du groupe ou une force individuelle. Voilà, il y a souvent aussi au niveau des enjeux de flirt, de drague ou de sexualité, il y a évidemment des conflits entre les jeunes, des concurrences entre les jeunes, des défis entre les jeunes. Et nous, éducateurs, à la place que nous sommes, eh bien évidemment, il faut les saisir au vol et en faire quelque chose. Donc sur ces questions-là, évidemment qu'on doit être tout le temps à l'affût. Et puis l'emprise, je l'ai dit. Ah oui, une petite chose, ne pas oublier que dans tous les lieux où on reçoit des mineurs fragiles, vous avez inévitablement de ce que la police appelle les prédateurs. Donc effectivement, on voit bien qu'autour de tous les foyers où nous allons, tous, jusqu'à présent, vous avez effectivement, notamment, puisque là on revient sur les michetonneuses, et toutes les escortines et compagnie, vous avez à la fois les loverboys qui essayent de recruter, ou les jeunes filles qui essayent de recruter, et puis les clients éventuels qui tournent aussi autour de ces foyers. Donc ce sont absolument des lieux où il faut aussi avoir un œil et faire parler les jeunes sur ce qui se passe aux alentours.
De même que dans tous les lieux de consultation jeunes consommateurs, on sait bien que ce sont des lieux potentiels où des vendeurs peuvent venir traîner leurs guêtres. Quoiqu'avec Internet, au bout de la main, c'est facile aussi à trouver les Uber pour les produits. Voilà. Alors, encore une autre spécificité, ce sont les mineurs non accompagnés. Les mineurs migrants qui ont donc connu une autre culture dans un autre pays et qui débarquent ici dans le monde occidental avec éventuellement le rêve voilà, qu'ils ont pu avoir et puis la découverte de ce qui se passe réellement. Et c'est vrai que là, on ne peut pas ne pas essayer d'imaginer ou d'essayer d'aider à parler de ce qu'ils ont connu et faire parler de toute la beauté de là où ils viennent. Alors évidemment, on a un outil hyper facile, c'est de parler déjà de la cuisine. Alors faire parler des plats, pour tout le monde, c'est quelque chose qui marche bien. Et parce que ça parle aussi de soi, de ce qu'on aime, ça révèle quelque chose de sa culture. Et au-delà de la cuisine, on fait revivre aussi aux autres éventuellement ce qu'on aime dans son pays ou dans le coin de terre, parce que ça peut être aussi des mineurs qui ont été arrachés de leur province. C'est un petit peu aussi la même chose pour des personnes qui viennent du bout de la France et qui débarquent dans un monde qu'ils ne connaissent finalement pas trop. Voilà. Souvent, il y a aussi donc dans cette migration tout un parcours de la migration. Et aujourd'hui, donc sur l'île de France, on voit bien qu'on a de ces mineurs non accompagnés avec des histoires dans leur parcours qui ont été véritablement terribles. Et là encore, sur la sexualité, malheureusement, ils ont pu connaître des choses terribles. Alors c'est sûr qu'après, quand ils sont dans le foyer, ils en discutent éventuellement avec les autres, ou au contraire, ils refusent d'en parler. Mais en tous les cas, ça produit inévitablement quelque chose aussi sur le groupe. Et puis, ne serait-ce que même s'ils n'ont pas eu tout ça, le choc de l'installation ici, chez nous, c'est quand même pas simple. Déjà pour des adultes qui arrivent dans un pays étranger. Moi, j'ai vécu pendant 1 an en Colombie. Je croyais que facile et autres. Et il m'a fallu quand même au moins 5 mois pour me désapproprier ma propre culture et enfin comprendre la façon d'exister, les codes relationnels et comprendre tout ce qui faisait que ça ne marchait pas. Pendant 5 ans, j'ai patiné parce qu'effectivement, je ne comprenais pas, je réfléchissais avec ma façon d'envisager la vie et ça ne fonctionnait pas. Donc, une adaptation à un nouveau contexte de vie. Je dis aussi de loi, parce que sur la sexualité, toutes les lois ne sont pas identiques dans tous les pays, notamment sur les mineurs, sur le consentement, on l'a dit. Enfin, il y a des choses comme ça où certains mineurs non prévenus, parce qu'ils ne discutent pas, on a l'impression que parce que on donne un toit ou des papiers ou autre, parfois on a l'impression qu'ils comprennent tout de suite, ils comprennent parce que ça serait intellectuel, non, mais qu'ils s'approprient et qu'ils maîtrisent tous les codes relationnels et autres dans le pays. Ça non, le porno non, voilà. Je finirai là-dessus. Tout ce qu'on a dit aujourd'hui, eh bien, c'est vraiment, je pense que si tous ensemble on peut se dire que cette question de la construction affective, relationnelle et sexuelle chez les adolescents et les préadolescents, c'est une affaire de tous. Vous allez avoir après donc des exemples de ce qui peut se faire par l'un ou par l'autre dans des foyers donc, de l'aide sociale à l'enfance. C'est vrai que ce sont notamment des associations, des services extérieurs au foyer qui ont co-construit des actions avec les acteurs de l'aide sociale à l'enfance. Et ça, c'est déjà super de le co-construire ensemble. Il y en a d'autres où on va,
où on nous laisse les jeunes, on nous laisse le groupe de jeunes, et on revient comme ça un peu régulièrement, mais on fait ça tout seul, nous, extérieurs du foyer. Co-construire, c'est déjà vachement mieux. Mais si en plus, on peut arriver à avancer tous ensemble en vous donnant... Alors, Isabelle parlait d'outils qui sont disponibles, mais avec les outils, parfois, ça ne suffit pas. Il y a aussi de construire des petits programmes un peu qui évoluent sur 3 mois. Il y a une prise en main des outils. Il y a quel est celui qui est le plus adapté à quel public, comment je peux faire avec les jeunes filles, comment je peux faire avec les garçons. Tout ça, c'est quelque chose à construire, mais que vous pouvez faire ensuite au quotidien. Alors vous faites déjà plein de choses, et sûrement vous allez avoir l'occasion d'en parler, de nous le dire. Sûrement pas assez parce qu'on ne sera pas là suffisamment longtemps. Mais bien sûr que vous faites déjà beaucoup de choses, mais j'espère qu'après cette journée, on va avoir envie vraiment de construire encore plus d'outils pour vous que vous puissiez utiliser au quotidien. Un exemple tout simple que vous faites peut-être ou pas, mais saisir les téléréalités du moment qui passionnent les ados. Nous, on sait bien que quand on vient, il faut absolument savoir si on n'est pas sur le créneau d'une télé-réalité hyper à la mode, parce que sinon on sait qu'on n'aura personne. Donc, dans ces cas-là, ça nous est déjà arrivé, on commence par la salle télé. Et puis, en fait, on peut tout à fait commencer à parler des relations amoureuses et sexuelles à partir de ces fichues télé-réalités. Donc, il y a des choses à rattraper effectivement au quotidien qui nous permettent vraiment d'avancer, mais ça doit être quasi du quotidien, que cette question de la sexualité, il nous faut nous détendre avec cette question-là, cette question telle qu'elle est avancée par les jeunes, c'est-à-dire parfois de façon très provocatrice, voire très choquante pour des adultes, et il faut qu'on arrive à surfer avec les vagues qu'ils nous laissent attraper. Et pour certains mineurs, donc évidemment protégés que vous avez, plus on va travailler sur cette culture aussi, cette vision qu'ils ont de l'homme, de la femme, du couple, de l'amour, les récits de vie aussi, qui sont partageables bien sûr, eh bien c'est autant de choses qui permettent de travailler ce métissage incontournable qu'ils ont à faire en toute liberté, dégager des injonctions et des emprises multiples qui se présentent à leur porte. Voilà grosso modo ce que Merci Hélène. Donc, c'est vrai que dans la suite du propos, cette question du métissage, c'est bien posé qu'il n'y a pas de normes d'une société à l'autre, ce que sont les relations entre les hommes et les femmes, ce qu'est la sexualité, ce qu'est le désir, ce qu'est le plaisir de manger un plat, tout ça, qu'il faut aussi accompagner l'adolescent dans l'idée qu'il n'y a pas un modèle, qu'il y en a plusieurs, et qui sont à sa disposition, et qu'il y en a un certain nombre qui leur ont au mieux été transmis aussi, parce que c'est un autre des problèmes du métissage culturel, c'est que parfois on a des jeunes qui viennent de très loin, mais qui ont pratiquement aucune transmission par ailleurs. C'est des blancs, quoi. Mais, comme disait Mélissé, c'est prendre le temps de découvrir qui on est pour savoir ce qui me convient le mieux. Et donc, et puis que ça peut changer au cours de la vie. Arriver à montrer que... Et c'est là où il y a une nécessité de ne pas être normatif. Il y a plein de manières de faire qui sont différentes. Et différentes, ça ne veut pas dire qu'il y en a qui sont supérieures et d'autres inférieures. Elles sont différentes, et différentes, c'est différent. C'est ni supérieur ni inférieur. Et poser ces choses-là et expliquer à l'adolescent qu'il peut prendre le temps de grandir, qu'il n'est pas dans cette précipitation, justement, parce que les modèles de la consommation, ce sont des modèles d'immédiateté. Il faut... Et donc,
pour avoir travaillé pas mal sur la question de la radicalisation, c'est clair que pour un certain nombre de jeunes filles, le niqab est un d'excellent instrument de se protéger du regard des hommes et de ses propres pulsions. Hein, c'est un moipeau, moipeau bien épaisse. Donc il faut aussi partir de ce type de choses. J'ai quelque chose à ajouter là-dessus. Je pense que c'est important aussi d'aborder la sexualité avec je l'ai déjà dit, avec les deux sexes, mais de la part des deux sexes. Par exemple, nous on travaille sur les menstruations, pour l'instant dans notre fédé, et on s'est dit on va créer un outil sur les règles pour les jeunes filles. Et puis on s'est dit mais non, mais pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on crée un outil sur les règles, du coup qui dépasse les règles, mais pour les garçons aussi. Pourquoi il n'y a que les jeunes filles qui doivent savoir comment ça se passe le cycle menstruel des femmes? Maintenant, c'est que les garçons font aussi partie, ça fait partie de la reproduction, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la sexualité. Et donc, on aborde certains sujets avec les jeunes filles, avec les jeunes garçons. Aujourd'hui, et nous, on pense qu'il faut aussi peut-être se dépasser ces infos, quoi. Ces infos différenciées qu'on donne aux garçons et aux filles. Voilà, en sachant que dès qu'on parle des règles, effectivement, on va toucher aussi des injonctions chez les hommes, effectivement, par exemple, de ne pas toucher une femme quand elle a ses règles et autres. Mais du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir dialoguer sur tout ce qui va normalement être intouchable parce que écrit dans le marbre. Il y a une question? Voilà. En fait, j'ai deux choses. Il y a un... D'où je viens, c'est ça? Oui, voilà. Alors, je suis assistante sociale à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis en service maternité. Donc en fait, moi j'ai deux constats, on va dire des petites réflexions. La première, c'est que je me rends compte avant je travaillais dans un centre d'hébergement d'urgence qui accueillait des adultes. Je me rends compte que tout ce qu'on a évoqué là jusqu'à maintenant, c'est aussi valable pour les jeunes majeurs en fait, de 18, 20, 21, 22, parce que c'est exactement les mêmes réflexions, c'est exactement les mêmes choses. Et je me rends compte qu'au final, les réponses qu'on a pu leur apporter, franchement, après tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui, elles n'étaient pas du tout adaptées. Parce qu'en fait, tout ce qu'on a fait, c'était de leur évoquer le fait qu'il y ait parfois des jeunes qui se mettent en couple, juste leur expliquer qu'il ne faut pas se mettre en couple au foyer, mais ils font ce qu'ils veulent à l'extérieur. Mais au final, je pense qu'on aurait pu développer des choses bien plus importantes que juste leur donner ça comme réponse. Voilà, là c'est la première réflexion. Et la deuxième, c'est qu'on a évoqué plusieurs fois le fait que les adultes avaient pas mal de représentations sur la sexualité, que c'était compliqué d'en parler. Et on n'a pas du tout évoqué les parents dans tout ça, leur place, leur rôle. Comment faire avec les parents pour essayer d'arrêter que la sexualité soit un tabou, que la pornographie soit un tabou. Enfin, on n'a vraiment pas du tout évoqué les parents et leur place dans tout ça. Voilà. Vous avez tout à fait raison pour les parents. Ce matin, j'avais évoqué le fait qu'en une journée, on ne pouvait pas tout évoquer. Et c'est vrai que les parents, ça vaudrait véritablement le coup de prendre un temps. Et c'est vrai que c'est pas évident, moi, pour avoir essayé de travailler sur la construction de la sexualité chez des enfants handicapés mentaux. La question des parents, évidemment, elle était aussi douloureuse, enfin, elle n'était pas évidente. Donc, pour tous, toute cette question-là, elle n'est franchement pas facile, mais il faut le faire. Évidemment, on a pris un prisme et un éclairage qui est parti des expériences qu'on accompagnait. On a mis à l'accueil juste un flyer qui a été fait avec l'école des parents et des éducateurs et qui là est justement pour des parents. Le dessin qui est dessus, c'est protégez-vous. Enfin, c'est une maman qui voit un couple partir. Je ne sais pas si c'est la maman du garçon du gars ou de la fille. Enfin, voilà. Donc, on a mis ça à l'accueil justement en pensant, parce que c'est un document généraliste. Mais on a effectivement fait des choses.
peux ajouter quelque chose? En fait, sur les parents, c'est clair, nous on a beaucoup de retours de nos centres de planning qui vont dans les écoles en disant bah, du coup on l'a annoncé, du coup en fait les enfants ils sont pas là parce que leurs parents décident de pas les mettre le jour où il y a un cours d'éducation sexuelle à l'école. Mais du coup se dire qu'il faut travailler avec les parents c'est une excellente idée évidemment, mais je pense qu'il faut aussi se dire qu'il faut en fait travailler nous tous, nous en tant que citoyens et citoyennes, déjà ici en parler. Et déconstruire et en fait pas axer sur un public, se dire qu'on va travailler avec les parents, peu importe, nous travaillons tous ensemble, ça c'est travaillons entre adultes en fait, à déconstruire les stéréotypes et à faire évoluer les visions de la sexualité quoi. Voilà. Alors moi j'ai déjà le micro donc je suis là. Oui, bonjour. Je suis volontaire en service civique à Remedia. Voilà, donc je ne suis pas éducatrice spécialisée. Voilà. Déjà, un grand merci pour vos interventions, c'était très intéressant. J'avais juste une petite question qui n'est pas trop en rapport avec le contenu, mais plus sur le terme que vous avez employé, le métissage. Je voulais juste savoir pourquoi avoir employé ce terme, parce que s'il y a une raison, j'aimerais bien la connaître. Voilà. Le métissage, oui, je l'ai emprunté à d'autres personnes qui... La première fois que j'ai entendu, c'était Pascal Jamoul qui l'utilisait. Donc une sociologue, oui, une sociologue, ethnologue belge. Voilà. Moi, je l'apprécie parce que j'ai pas pris le temps d'en parler parce qu'il fallait faire vite, mais cette question de la culture, je ne sais pas si vous savez, mais ça fait quand même plusieurs décennies qu'il y avait une forme d'interdit comme ça, pas écrit évidemment, pas objet d'une loi, mais quand même parler de culture, c'était quand même un peu malsain. Voilà. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins, mais voilà. Et moi, je regrettais beaucoup parce que, ayant travaillé de tout temps avec, de fait, des personnes migrantes, ne pas parler de leur culture, ou pouvoir en parler mais sans le dire, c'est avec toutes ces choses où on a comme ça des fois des injonctions qui nous tombent comme ça. Donc voilà, de parler de... Vous savez, il y a eu aussi tout des tas de questions, il y a au moins une trentaine d'années, sur est-ce qu'il fallait parler d'inculturation, d'assimilation, enfin voilà, donc cette question du rapport aux migrants et à la personne étrangère, on a quand même beaucoup de mal, je trouve, en France, et d'autres pays sont beaucoup plus à l'aise pour en parler. Et l'idée du métissage, moi j'aime bien, parce que ça veut dire que c'est quelque chose où il n'y a pas c'est pas une culture qui est dominante sur une autre. Effectivement, l'idée d'une culture colonisatrice des autres, ou dominatrice des autres, est quand même assez dérangeante. Et effectivement, un métissage, c'est la réalité, c'est que toute société, de tout temps, on a un apport des différentes cultures. Donc voilà, c'est en ce sens-là que je trouve que c'est un mot qui moi, me convient bien. D'accord. Il y en aurait peut-être de meilleurs, mais en tout cas, celui-là me convient bien. Okay. C'est vrai que la notion de métissage culturel, elle est venue en rupture avec les concepts de l'ancienne anthropologie, où on parlait d'acculturation, c'est-à-dire de peuples qui, à un moment, auraient perdu leur culture au contact d'une autre culture. Et notamment les travaux de Bastide sur les pratiques vaudou au Brésil, c'est-à-dire où vous avez une synthèse entre un culte africain et un culte chrétien. Et bon, donc c'est ça qui, au départ, qui était son objet de travail. Et ensuite, les expériences de migration ont amené des migrants à s'interroger sur qui ils étaient, parce qu'ils n'étaient plus tout à fait vous avez un auteur, là, son nom m'échappe, haïtien, qui parle de la métaphore de l'arbre banyan. C'est-à-dire que l'arbre banyan, c'est un arbre qui, quand il pousse, il y a des racines qui poussent depuis les branches. Donc ça a des racines qui finalement, il dit, bon, d'une certaine manière, j'ai vécu en Europe, j'ai vécu en Allemagne de l'Est, j'ai vécu au Mexique, j'ai vécu à Haïti, et quelque part, j'ai toujours des racines en Afrique, en tant qu'ancien déporté de la traite esclavagiste, mais en même temps, j'ai aussi, je me nourris. Donc il y a une vision assez positive, et en même temps, il y a
comment certains mômes, et c'est un peu ça qu'on a aussi chez les jeunes filles qu'on va, des gens qui vont faire un métissage, mais un métissage qui fait qu'ils vont être rejetés de part et d'autre. C'est-à-dire qu'on peut aussi faire un métissage qui fait que ma famille va me rejeter parce que ce que je ramène, et en même temps la société va aussi me rejeter. Et les michetonneuses, par exemple, créent une image qui est juste explosive, quoi. Donc c'est pour ça qu'à un moment, il faut retravailler sur ces questions de lien, qu'être en accord avec sa propre culture, faire la paix avec sa propre famille. C'est quand même, bon, c'est pas toujours évident, surtout parfois les familles sont pas top, comme on disait tout à l'heure, ce matin. C'est pas toujours évident, mais arriver à faire la paix avec sa propre culture, ça peut aider, parce que c'est là où ces gamins-là, dans une espèce de vide culturel, s'emparent de trucs qui sont fabriqués par les médias et qu'elles ne maîtrisent pas. Et ça, c'est aussi important, ce que tu disais, de prendre le temps d'analyser, de faire une critique du propos, d'analyser ce qui se passe dans une télé-réalité, leur montrer que c'est pas la réalité, c'est une construction, que c'est fabriqué, et voilà comment c'est fabriqué, et que ça véhicule certains types d'idéologies. Non, juste, je suis désolée, je sais que c'est pas du tout le sujet, mais mon idée c'était parce que j'ai l'impression que le mot métissage, il a quand même une histoire, il a quand même été employé dans un contexte historique particulier, et je trouve ça vraiment étonnant là de le revoir dans ce contexte-là, en sachant qu'on parle quand même de race, et si on dit que la culture était un malaise et malsaine et qu'on ne devait pas en parler, je trouve que aussi c'est très mal placé. Mais après, peut-être qu'on peut se réapproprier ce mot dans un autre contexte. C'est bien à partir du concept de métissage culturel, pas de métissage idéologique. Oui, sauf qu'il était employé comme ça, en fait. Le métissage, ça vient de la race blanche et de la race noire, et c'est pendant la période coloniale et post-coloniale. Oui, mais en même temps, il y a quand même ce concept de métissage culturel, il a pris son autonomie. C'est la vie des mots aussi. Oui, c'est ça. Comme le michetonnage a été utilisé au 19e, maintenant il est utilisé par les jeunes, avec un autre sens. Voilà. Bonjour. Donc moi je suis psychologue et j'interviens sur des foyers de jeunes filles. Je me faisais juste une petite réflexion. Je trouve que c'est aussi, enfin je suis pas la seule à le trouver, que c'est important de ne pas aller en avant de ces questions-là. C'est-à-dire que, justement je lisais tout à l'heure le titre Adolescents, ASE et découverte de la sexualité. On le sait aussi, c'est pas parce qu'on a tel âge que forcément la sexualité va venir nous questionner de la même façon. Et que j'ai l'impression parfois que sous le prétexte, entre guillemets, qu'elles sont placées et que donc elles sont cataloguées comme peut-être plus vulnérables, plus... voilà, on va constamment faire de la prévention sur la sexualité, sur les moyens de contraception et sur les conduites à risque. Alors que des fois, je trouve, elles n'en sont pas encore là. Et voilà, je me faisais juste cette petite réflexion. Et deuxième réflexion que je me faisais, quand on parle de travail avec les parents, même si j'entends bien et je suis d'accord sur le fait que la sexualité ne doit pas être un tabou, enfin, du moins travailler pour pas que ce soit un tabou en famille, je pense aussi que, alors on parlait des blocages des adultes, je pense aussi qu'en tant qu'adolescente, on n'a pas forcément envie de parler sexualité avec ses parents, parce que ça vient marquer une génération, parce que on est aussi à un âge où on doit justement mettre à distance ses parents, et que des fois c'est plus évident, et je pense même parfois c'est même plutôt préférable, qu'on arrive à trouver des adultes ressources ailleurs que dans la famille, en fait. Et je trouve que c'est un peu ce qui se passe aussi parfois sur les foyers, où finalement les éducateurs partagent une intimité et un quotidien avec les jeunes, où même les jeunes peuvent dire moi, parler sexualité avec les adultes qui m'accompagnent tous les jours, je préfère pas. Et d'expérience, enfin je sais qu'en tout cas sur le foyer sur lequel je travaille, c'est beaucoup plus efficace, et en tout cas ça a l'air de mieux leur convenir aux adolescentes, de pouvoir s'adresser à des personnes complètement extérieures à leur quotidien, via tête-à-tête, via une sage-femme qui vient discuter avec elles en dehors de la présence
des éducateurs. Voilà. Alors, je comprends ce que vous dites et en même temps, j'espère qu'à l'issue de cette journée, justement, on pourra faire changer certaines représentations aussi qu'on a. Dès lors qu'on parle de sexualité, par exemple, du coup, effectivement, en foyer, et c'est une des tâches qu'on a quand on est demandé, c'est qu'on est sollicité justement pour venir faire de la prévention ou des choses comme ça. Moi, faire de la prévention sur les IST et autres, moi, je ne fais pas. Voilà. En revanche, venir travailler sur de l'éducatif, parler, et donc ça change tout, c'est-à-dire qu'on ne vient pas pour leur parler de la possibilité du risque de grossesse non voulue, ou bien d'IST, du VIH, ou des choses comme ça, qui sont quand même une porte d'entrée négative dans ce qu'est la sexualité. Mais si je vous dis qu'au quotidien, c'est quelque chose qu'on doit faire tous, c'est de parler de la vie relationnelle, amoureuse et sexuelle, en positif, ce que ça a de magique, ce que ça a d'extraordinaire. C'est tout être humain, et voilà, je dirais une des choses, la première fois que j'ai travaillé cette question de la sexualité dans un des foyers pour pouvoir parler après de michetonnage, c'était Attendou qui va intervenir justement tout de suite après. Eh bien, moi j'avais dit, on ne va pas faire tout de suite, on va parler de la prostitution. On va parler d'abord de l'estime de soi. Qu'est-ce que c'est qu'être une fille? Qu'est-ce que c'est que la femme que je voudrais être dans 10 ans? Qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise d'elle? Quelle qualité j'aimerais qu'on lui apporte? Et puis la sexualité là-dedans, le corps là-dedans, la beauté, est-ce que c'est finalement si important? Et je me souviens qu'une des gamines, alors qu'on allait parler sexualité, elle me dit, mais quand même, comment on sait qui m'aime? Et là, on se dit, bah ouais, dans le groupe, il y avait effectivement au moins une jeune qui était michetonneuse. Mais bien sûr que la question fondamentale pour ces gamines, comme durant toute notre vie, c'est de savoir si on est aimé et comment on en est sûr, et de définir les codes qu'on a et comment on fait. Est-ce que c'est le cadeau qui m'a offert ou est-ce que c'est autre chose? Comment on le voit? Ouf, c'est bien de ça dont on parle. Et ça, c'est quelque chose au quotidien. Et c'est l'amour et la sexualité dans tout ce que ça a de plus positif. Après, dedans, on va glisser éventuellement une association qui va venir faire, on en parlera aussi, du dépistage, etc., etc. Ça peut être la première porte d'entrée. Mais il n'empêche que c'est quand même au quotidien de parler plutôt de cette action éducative que les parents devraient faire aussi. Hein, Oui, juste un petit truc, un petit mot à rajouter, c'est qu'en effet, qu'est-ce qu'on met derrière sexualité, quoi? C'est est-ce qu'on prend la sexualité en termes physiques et rapports sexuels, ou est-ce qu'on voit la sexualité de manière, enfin, santé sexuelle globale, et alors qui touche à plein de dimensions? C'est la dimension de respect, c'est qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je désire, c'est quoi la différence, respecter la différence. Et alors là, on part dans des sujets beaucoup plus globaux, et ça, je pense que c'est vraiment le rôle des accompagnateurs, quoi, des accompagnatrices. Et c'est ok en termes de sexualité, on va dire plus physique, moi je pars toujours du principe que c'est ok de ne pas être à l'aise, et il ne faut pas le faire si on ne se sent pas à l'aise, parce qu'en fait du coup on va mettre un malaise encore plus grand. Mais par contre l'obligation elle est quand même de renvoyer du coup vers quelqu'un, vers une structure. C'est important avec qui quelqu'un pourra en parler, quoi. Et donc c'est au moins montrer une voie si nous on se sent vraiment pas outillé ou à l'aise en la matière. Et pour la deuxième partie de votre question, quand même juste très vite, c'est vrai que si ce qu'on souhaite, c'est parler des problèmes qu'ils ont dans leur sexualité, ça va être très difficile d'en parler avec leurs parents ou avec les adultes qui sont là au quotidien. Si c'est de faire des jeux, des quiz, des choses comme ça, ou de regarder un film où ils vont pouvoir parler de ce qu'ils entendent, mais ça va être aussi un petit peu leurs propres questions. Mais on fait un pas de côté, alors à ce moment-là, ils peuvent tout à fait le faire avec les adultes avec qui ils vivent au quotidien. Et ça sera beaucoup plus profitable que si c'est quelqu'un qui passe 2 fois par an. Parce qu'ils entendent aussi un adulte qui a de l'importance auprès d'eux dire ce qu'il pense d'eux. Mais à ce moment-là, on ne leur demande pas de parler de leurs problèmes. On leur demande de parler de leur avis, comme ça en général, la copine, et ils disent quelque chose d'eux. Mais on fait un pas de côté. Comme au théâtre, on fait un pas de côté. Du coup, on ose. Voilà.
petit. Il y a peut-être juste, moi je suis cadre dans un foyer, enfin un foyer tendu d'ailleurs, je rencontre moins de difficultés que je vois là, peut-être qui n'est pas beaucoup parlé, mais une difficulté des professionnels qui sont au quotidien confrontés en fait au public, une difficulté à faire le tri des paroles qu'ils peuvent partager avec le public ou pas. C'est-à-dire, je vais prendre, pour essayer d'être clair, je vais prendre l'exemple très fertile d'ailleurs que vous avez donné tout à l'heure, avec la colo. Ce serait de dire aux jeunes qui est venu raconter l'histoire, mêle-toi de tes affaires, ou quelque chose comme ça, leur envoyer au fait protéger donc l'intimité, on va dire, et puis garder en tête l'information pour voir si effectivement il y a une souffrance qui se manifeste ou s'il y a quelque chose comme ça. Parce qu'une fois que les choses, pour moi tout vient de là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de la parole en fait. Si cette parole elle est considérée comme quelque chose qui porte un risque à la responsabilité des professionnels qui prennent en charge les jeunes, et ça explique pourquoi on va l'utiliser en fait pour dire ah là là c'est pas bien effectivement, et donc on le partage en public, tout le monde, et ce qui pousse en fait, si on partage la même culture, à jeter l'opprobre sur les participants et à les rejeter, et du coup à rendre légitime cette décision, alors que si on reste dans l'intime, c'est-à-dire qu'on respecte effectivement le fait que voilà, et là on prend des risques parce que sur le plan effectivement de ce qui est des modèles, enfin en tout cas voilà, on peut se poser la question si on a le droit du coup de le retenir en fait. Parce que si on le retient, il faut que tout le monde le retienne, parce que sinon, si on le retient et que quelqu'un sait qu'on l'a retenu, ça peut peut-être coûter cher, parce que en fait, la sexualité est vue beaucoup dans la responsabilité. C'est-à-dire, on veut éviter qu'il y ait entre guillemets des dérapages ou des choses comme ça à l'intérieur de l'institution, ce qui fait des fois même dire avec excès non, pas de ça ici, mais en fait, si tu le fais dehors et qu'on ne sait pas, peut-être que... Vous voyez ce que je dis? Bon, je pousse le bouchon un peu loin, mais en fait, je me dis que cette question de ce qu'on fait de la parole des jeunes et ce qui se passe dans l'espace public, en fait, qui vient sur la place publique, en fait, et ce qui peut être retenu, en fait, par les professionnels, c'est assez fondamental pour la suite des choses, en fait. Si je comprends bien, c'est entre le oser parler sexualité, mais pas dans la version maladie sexuellement transmissible, mais aussi dans celle on vit dans une société où la sexualité est présente, dans un environnement où la sexualité, l'hypersexualisation sont présentes. Donc, oser en parler, mais si j'ai bien compris, je crois que ce dont vous parlez, c'est l'agir dans les structures et pour du coup la responsabilité des équipes. C'est de ça dont il est question. Peut-être oui, bien c'est un vieux sujet à la mission prévention des conduites à risque, c'est qu'accueillir des publics qui sont dans des conduites à risque, c'est une prise de risque professionnelle. Et donc plus l'équipe est contenante, plus l'équipe est capable de travailler ensemble dans une grande cohésion, de parler des choses et puis d'arriver à prendre des décisions en commun, plus elle est capable d'accueillir des publics justement un peu remords. Plus l'équipe se sent en danger, même sans rien, plus évidemment tous ces conduites à risque, faut qu'on se ressoude dans une atmosphère de scandale, quoi. On va repartager et on va exclure le môme, quoi, parce qu'il nous met en danger.
C'est exactement la même chose avec la consommation de produits illicites ou licites chez les mineurs. C'est toute cette approche qu'on appelle réduction des risques. Chez les mineurs, ça passe mal auprès des légistes et compagnie, du législateur et compagnie. Il n'empêche que quand on travaille avec les adolescents, on est bien confronté à soit je vois rien, j'entends rien et autres, soit j'exclus, soit je travaille avec. Et c'est toute cette difficulté du travail avec qui ne doit pas être fait en électron libre. En tous les cas, pour aller très vite, c'est ça. Aucun éducateur ne peut jouer avec cette approche réduction des risques tout seul, sans en dehors d'une réflexion d'institution. Moi, ce que j'ai compris de la question, je suis pas l'impression qu'on a compris la même chose. C'est comment parler d'intime sans mettre en péril l'intimité de la personne avec qui s'est passé un événement. Ça, je pense qu'il faut prendre en individuel et ensuite enlever le focus et parler d'une situation sans jamais citer, sans jamais mettre la personne mal à l'aise. En fait, c'est tout l'intérêt des outils ou du théâtre où en fait on ne parle pas de soi et donc on peut parler parce qu'en fait on ne va jamais se mettre en péril et notre intimité est sauvegardée. J'ai l'impression que c'était plus ça la question, enfin pas pour mettre en péril votre réponse. L'heure tourne et est-ce qu'il y a... Je vous propose qu'on passe à... pardon, il y a... Ah, alors, allons-y. Oui, donc bonjour, donc moi je m'appelle Guéric, je travaille de l'association Arrêt Média et donc j'ai contribué à la préparation de cette journée. En fait, à la fois sur le contenu, c'est vrai que les choses sont quand même, je remarque a posteriori, que finalement les choses elles concernent beaucoup les filles, et je ne vais pas parler en tant qu'homme, mais vraiment en tant que professionnel, avec deux ailes ou un seul, comme vous voulez. En fait, je pense qu'il ne faut surtout pas oublier que ce serait un grave écueil, en fait, de se baser uniquement sur des incidents qui peuvent se passer et qui sont souvent déclencheurs d'actions qu'on va mener. Et en fait, les garçons, il ne faut pas oublier qu'ils sont en grande difficulté par rapport à toutes ces normes, en fait, dont a pu parler Hélène, etc., sur la question de la pornographie, sur ce que le poids de la société, et que encore plus à l'adolescence, en fait, les enfants garçons sont extrêmement en danger sur ces questions-là, et qui peuvent les mener à prendre peut-être encore plus de risques sur la question de la sexualité. Voilà, c'est pas une question, c'est une remarque, et je pense qu'il faut vraiment l'avoir à l'esprit que les garçons sont en extrême danger par rapport à ces normes supposées ou réelles. Ça, c'est une autre discussion. Voilà.